Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de juin 2022. Au programme de la vidéo, beaucoup d'œuvres avec une histoire un peu sombre, un peu gothique. C'est vrai que ce mois-ci, j'ai lu vraiment beaucoup sur ce thème-là et je vais vous présenter ça tout de suite. On commence tout de suite avec un comics de chez iComics. The Witcher. The Witcher, un grain de vérité qui est sorti il y a quelques mois avec un prix au lancement de 9,99 €. Je vous avais encouragé à sauter dessus à ce prix-là, c'était vraiment donné. Il faut dire que l'album est très fin et qu'il coûte quasiment 13 € normalement. Donc là, il y avait une offre de lancement, il fallait vraiment pas passer à côté. Donc c'est l'occasion pour moi de découvrir une œuvre de The Witcher parce que à part la première saison de la série, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo, j'ai jamais lu les romans. Et j'avais pas tout vu puisque la saison 2 est sortie depuis un petit moment, on parle déjà de la saison 3, donc j'ai pas mal de train de retard. Et du coup, je découvre l'adaptation des romans en comics, puisque cette adaptation se fait chez iComics. Chez Urban, vous avez plutôt des adaptations tirées du jeu vidéo. Un grain de vérité est donc une œuvre un peu sombre qui revisite La Belle et la Bête. On voit Geralt qui rencontre un homme changé en animal, vraiment qui a des traits un peu porcins, très baraqués. Et en fait, on apprend comment il s'est retrouvé dans cette situation, comment il vit sa vie, quels sont les quelques avantages qu'il a, les gros inconvénients qu'il a aussi. Et en fait, Geralt a d'abord une relation vraiment très amicale. Il y a même un repas qu'il y a entre les deux dans le château on va dire du monstre, avec le côté magique, les assiettes qui se remplissent toutes seules. Voilà, il y a un côté vraiment très cool. Et il y a vraiment une ambiance beaucoup plus sombre que La Belle et la Bête de Disney, forcément. Et on voit en fait la tristesse, on voit que Geralt essaye d'aider l'autre parce que c'est un sorceleur, il est là pour combattre les monstres et il comprend que ce n'est pas un monstre, il comprend qu'il y a un sortilège qui a été jeté sur l'homme et on apprend pourquoi, on apprend comment il a appris à vivre avec, on apprend beaucoup de choses. Alors c'est très très court à lire mais vraiment j'ai passé un très très bon moment, je mettrai un bon 15 sur 20, le dessin est vraiment bien, la couleur apporte un truc vraiment cool. La partie noir et blanc aussi, moi je ne l'ai pas prise, je vous en avais parlé, elle coûte beaucoup plus cher, elle est à 20 € en temps normal, et elle aussi apporte un truc assez impressionnant. Bon, moi c'est pas ma came au niveau des comics, mais pour tous ceux qui sont passionnés du crayonné, je le recommande, et vraiment, l'histoire est vraiment bien. Ne passez pas à côté, j'espère que le tome 2 sortira bientôt. Continuons dans le sombre avec Bliss Edition et The Book of Death, le livre des morts. Book of Death, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, c'est la suite de The Valiant que je vous avais présenté il y a quelques temps, le premier comics de la franchise Valiant que je lisais. C'est sa suite. Alors, c'est pas exactement la suite, pile poil au moment où on s'arrête dans le premier comics, il se passe des choses un petit peu. Alors on a le récapitulatif qui nous explique tout ça vaguement. On sait que en fait la géomancienne est morte, ça c'était dans le précédent. On sait qu'une géomancienne est arrivée du futur et donc le guerrier éternel se met à la protéger. Le souci qu'il y a, c'est que techniquement, il y a un autre géomancien qui est apparu dans la temporalité normale. Donc en fait, il y a une dissonance, on va dire ça comme ça, entre les deux. Et on voit ce qui arrive à celui qui n'est pas protégé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et comme il se passe beaucoup de problèmes, on se lance à la poursuite du guerrier éternel avec, on retrouve par exemple Alric de X Manowar, on retrouve Ninjak, Unity, etc. Et on le pourchasse, donc ça c'est la trame principale. Et le récit est entrecoupé en fait de mort de certains personnages avec, on voit par exemple Ninjak, qu'est-ce qu'il devient ? On voit qu'il est quasiment centenaire, qu'il a ouvert son dojo et que même s'il est très très fatigué, il arrive à faire beaucoup de choses. On voit aussi pareil la fin de Bloodshot et celle-là, elle m'a énormément marqué, ce personnage, mais quelle tristesse sa fin. Il est exploité par tout le monde, jeté comme un vieux Kleenex. C'est vraiment horrible ce qui lui arrive. Le type n'est là que pour faire la guerre. Il ne peut pas sortir de ce cycle. En fait, c'est guerre, repos, on te jette, tu repris pour faire la guerre. Et lui, il ne demande pas ça, en fait. Il aimerait bien vivre une vie normale, mais il ne peut pas. Alors là, justement,
ce personnage, ça diffère par rapport à ce qui se passait dans le tome The Valiant. Là, c'est une projection très très lointaine dans le futur, mais on voit beaucoup de choses, et notamment ce qui se passe vraiment très très loin dans le futur. Ça projette peut-être vers le comics Ray. Alors, je sais pas si on dit Ray ou Ray, mais voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est pareil, une bonne lecture. Je suis très content d'avoir lu la suite de The Valiant et de petit à petit avancer dans cet univers qui est vraiment qualitatif. Les dessins sont très très cool dans l'ensemble. Je vais essayer de vous trouver une ou deux pages et de vous les projeter. Et voilà, je recommande, surtout qu'il y avait un pack de découverte à 20 balles pour les 2 tomes. Franchement, si vous voulez commencer, sautez le pas, hein, ça vaut vraiment le coup. 20 balles pour 2 tomes de comics, dont celui-là est un peu épais, c'est quand même très très bien. J'y mettrai un bon, pareil, 14, 15. C'est vrai que certaines histoires, certaines fins sont un peu inégales, mais pareil, on passe un bon moment. Toujours avec un peu de tristesse et beaucoup de rebondissements, on part chez Urban Comics avec les tomes 9 à 12 de Batman Rebirth. Pourquoi est-ce que je parle de tristesse en parlant de Batman Rebirth? Parce que c'est vraiment quand même une franchise qui est beaucoup moins sombre que les autres, et il y a beaucoup d'explosions, de combats, ce qui est moins le cas dans certains titres que je vais vous présenter et que je vais vous présenter. Et ben tout simplement parce que la situation de Batman est ultra triste en fait. Le type n'a pas le droit à l'amour, son mariage vient de tomber à l'eau, bon je spoil un peu, désolé, et en fait on voit les rebondissements, le type est en dépression. Il y a Nightwing qui vient essayer de lui redonner le sourire et qui se prend une balle en pleine tête. Donc Batman, là par contre, il traque, c'est pour briser. C'est pas pour arrêter le type, c'est pour le briser littéralement. Et il va à l'autre bout du monde, en Sibérie, pour le choper. Je vous laisse lire l'histoire. Et franchement, en fait, on voit un Bruce Wayne qui est en train de vriller, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit au bonheur. Les gens qui essayent de le sortir de sa dépression, ça se passe toujours mal. Il y a vraiment des trucs horribles qui se passent dans ces tomes. Il y a des personnages principaux qui sont soit à 2 doigts de la mort, soit qui claquent, c'est dingue. Gordon lui tourne le dos parce qu'il a pris une patate de la part de Batman. Il y a limite des tomes où on se demande si en fait Batman n'a pas tout inventé, si le méchant de l'histoire, en fait c'est Batman qui a vrillé et qui le tabasse gratuitement. Vraiment, il y a des retournements de situation, c'est pas mal. Alors, il y a quand même un gros souci, c'est que il y a un tome qui s'arrête et on reprend pas tout de suite au même endroit, on reprend des fois bien plus loin, et il y a quand même quelques liens, je trouve, qui sont soit mal expliqués, soit vite faits, soit moi j'ai eu du mal à me projeter dedans. C'est peut-être ma faute aussi, mais c'est juste dingue l'escalade, et il y a des personnages, je me disais, mais on comprend pas pourquoi il est là, notamment le Batman de Flashpoint, qu'est-ce qu'il fout là? Puisqu'il apparaît sur les couvertures, hein. Je ne spoil pas grand chose, il est notamment sur la couverture du tome 11, et ça se demandait pourquoi il est là, quel est son but? Et son but, je ne vais pas le dire, mais lisez-le, mais c'est vraiment intéressant d'avoir pris ce personnage, de l'avoir mis là, dans cette situation-là, pour faire ça. Moi j'ai vraiment adoré. Il y a des passages qui sont quand même très longs, hein, faut pas se leurrer, et même à la fin du tome 12, alors même si le tome 12 est vraiment découpé d'une façon très bizarre, hein, il y a, dans les mêmes chapitres, en fait, il y a une page, 2 pages sur un thème, puis on passe à autre chose, puis on revient sur le premier, puis on passe à un troisième truc. Vraiment, il y a un découpage vraiment très très particulier, mais on s'y retrouve un peu, et en fait, ça résout tout. On voit comment Gotham et Gotham Girl ont eu leur pouvoir, on les a pas laissé tomber, comment Batman règle la situation pour Gotham Girl, puisque Gotham n'est plus dans la partie, on va dire ça comme ça, et en fait on revoit comment Batman arrive à sortir de sa dépression, arrive à surmonter toute cette épreuve. Il y a vraiment des retournements de dingue, il y a beaucoup de choses, la fin marque vraiment l'avancée dans Joker War, qui sera sûrement une de mes prochaines lectures de Batman dans peu de temps, et c'est assez intéressant. Alors le run est très inégal, hein, maintenant que j'ai lu les 12 tomes pour arriver à ça. Je comprends que Waynes, que NG critiquent la continuité, c'est pas toujours qualitatif, c'est très long. Il y a des tomes que franchement je recommande pas, du tome 4 à 6 ça vaut pas grand chose. Il y a des tomes là qui sont vraiment très inégaux, mais on avance. Bon, je vais mettre un bon 13 sur 20, 14 peut-être, parce que voilà, on découvre tout un pan, le thème de l'amour, le thème de Batman peut-il vivre heureux, ne peut-il être qu'enfermé dans son rôle de Batman? Bref, il y a plein de questions que Tom King remet au goût du jour. Si vous avez suivi la vidéo que j'ai fait précédemment sur Dark Detective,
donc je vous mets le lien ici. Ces thèmes-là étaient déjà abordés dans le tome, donc c'est vraiment une réinterprétation et une remise au goût du jour, mais ça reste dans la même veine et c'est quand même pas mal. On fonce maintenant chez Vestron avec The Crow Curare et The Crow Memento Mori. Les 2 derniers tomes de The Crow que j'ai achetés et que j'ai lus, et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais beaucoup d'appréhension sur le tome Curare qui a été dessiné par un Français où le style graphique est quand même très particulier, mais l'histoire est juste géniale. Alors, c'est le créateur originel, hein, James O'Barr, qui l'a écrite, et c'est juste fou. Je le raconte rapidement. C'est un policier qui, grosso modo, est devenu alcoolique, qui n'a pas réussi à résoudre l'affaire de l'assassinat d'une fillette. Ça lui a rongé un peu l'esprit, ça a mis sa vie familiale sans dessus-dessous. Et du coup, c'est la petite fille qui revient à la vie, mais elle cherche pas vraiment à se venger. En fait, c'est le flic qui va la venger. Ce qui est quand même assez particulier dans le tome The Crow, puisque d'habitude, le corbeau ressuscite la victime et c'est la victime qui effectue la vengeance. Là, c'est pas le cas. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce tome, c'est qu'en fait, la temporalité est divisée en fonction de la couleur. Quand vous allez avoir des tons, par exemple bleus, c'est que c'était la période où la petite fille s'est fait assassiner. Quand on est dans des tons plutôt jaunes, c'est présent. Quand il y a des tons rouges, c'est l'entre-deux. Voilà, il y a plein de choses qui se passent comme ça. Et l'histoire en elle-même, elle est pas exceptionnelle, puisqu'on a déjà vu ce genre de scénario. C'est très classique, mais c'est bien raconté, bien dessiné. Et ça amène un truc, on voit vraiment un type qui est prêt à tout pour résoudre cette enquête. Voilà, il met un point d'honneur à résoudre ça, même si c'est un caractère impossible, qu'il s'est fait virer de la police, etc. Il veut la résoudre. Et voilà, en fait, c'est très marquant. Et moi qui suis un père de famille d'un jeune garçon, ça m'a touché, vraiment. J'ai été très marqué par cette histoire. Pour ce qui est de Memento Mori, là aussi, il y a vraiment une touche européenne, puisque ça se passe à Rome. Et on voit un jeune garçon de cœur qui est renversé dans un attentat et qui devient le corbeau, et on le voit traquer les personnes qui l'ont tué. Et là, il y a vraiment le côté religieux qui est très mis en avant, avec une guerre de religion, hein, clairement, entre les musulmans et les catholiques. C'est vraiment très au goût du jour, avec le problème de l'islamisme radical, même si là, c'est qu'en fond, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vous conseille de le lire. C'est très marquant, il y a plein de choses assez intéressantes. On voit comment certaines personnes sont très manipulatrices. On voit également comment un ressuscité peut mourir. J'en dis pas plus. Et il y a d'autres histoires qui sont dans le découpage à la fin qui apportent là beaucoup moins de choses. Autant Curare, je mettrais un bon 15, autant Memento Mori, un 13-14. Mais franchement, je suis très surpris, dans le bon sens du terme, de la licence The Crow. On continue chez Vestron avec Mighty Morphin 2, les Power Rangers. Alors là, on n'est pas du tout dans le gothique, hein. C'est de l'action pure et dure. On est à la suite du tome 1. On voit grosso modo qui est le Ranger vert. On apprend comment il a été choisi. On voit comment réagissent le reste des Rangers. On voit que en fait, Angel Grove a été mis sous bulle par le Seigneur Z. Comment les Rangers essaient de rentrer dedans. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de remises en question également. Il y a des pactes qui se nouent, il y a des marchés qui sont proposés. C'est intéressant. C'est une suite logique d'événements. C'est pas fou. Le dessin est quand même pas mal du tout. Hein. Je suis vraiment très bien surpris. Et c'est assez cool à lire. Moi, je prends du plaisir. Ça vaut un bon 14. C'est pas le comics de l'année, mais pour les fans de Power Rangers, ça fait largement le travail. Toujours chez Vestron, on passe à Tortue Ninja Soul Winters. Les Tortues Ninja Soul Winters, alors Vestron nous a habitués à sortir des titres très particuliers des tortues qui sont pas dans la continuité de ce que raconte iComics par exemple. C'est vraiment des récits plus matures, plus réservés aux adultes. Ils avaient déjà sorti Body Count dont je vous ai parlé longuement dans une précédente vidéo que je n'avais pas aimé du tout. Et là on est quand même dans la même veine, hein. Le dessin est ultra particulier et c'est pas forcément très sexy, hein, je dois dire. L'histoire, pour faire vite, et de ce que je me rappelle, parce que je vous avoue que je l'ai lu il y a longtemps et que c'est pas resté gravé. Splinter fait un combat mental contre Shredder. Il perd, du coup il réveille ses tortues, ses enfants qui sont en fait en hibernation, puisqu'en fait là ce sont des tortues de terre. Donc ils hibernent dans les égouts, hein, bien évidemment. Alors ça a un petit rôle assez intéressant de voir le côté animal des tortues qui ressort pas beaucoup dans les précédents tomes
qu'on peut retrouver même dans la série de chez iComics. Ça, c'est vraiment bien pensé, j'ai trouvé. Il y a des combats. Par contre, là, ce qui est marrant, c'est que les tortues ont toutes la même arme. Ils sont tous au katana. Ce qui est assez particulier. Elles n'ont pas les bandeaux d'aucune couleur d'ailleurs, que ce soit les bandeaux rouges originels ou les bandeaux multicolores. Il n'y a pas ce côté-là. On a du mal du coup à différencier les tortues. On ne sait pas qui est qui. C'est assez surprenant. Une tortue est blessée. Il y a tout un côté spirituel avec des prières de Splinter, avec une entité. Je ne sais pas si c'est démoniaque ou dieu de la mort. Enfin, bref, c'est bizarre. C'est vrai que le côté relation avec la mort, les côtés prières, le côté un peu religieux, en fait, est mis en avant là-dedans. Mais c'est vraiment très très particulier. Je suis pas sûr de le relire. Je vous avoue que si vous n'êtes pas un inconditionnel des tortues et que vous voulez pas tout avoir, franchement, vous embêtez pas à acheter ça. Hein. J'en dirai pas plus, je mettrai 8. 8 sur 20. Alors, je mets 8 pour le récit, bien évidemment, parce que la qualité de colorisation, la qualité de l'album en elle-même de Vestron sont bien. Hein, ça, je remets pas du tout en question. C'est vraiment le récit que je trouve pas fou, clairement. Je sais que Vestron tient à ce genre de récit. Certains seront peut-être mieux. J'espère que dans le futur, il y en aura d'autres et que ils me plairont un peu plus. Mais là, pour l'instant... sur celui-ci, Body Count, j'ai détesté. Lovecraft Infestation, c'était un petit peu mieux. C'était le côté marrant avec tout qui pète, mais là, ça m'a pas touché en tout cas. Toujours chez les tortues, on va chez l'éditeur Paquet avec Usagi Yojimbo contre les Tortues Ninja. Là aussi, une histoire que j'ai trouvée décevante. C'est vraiment pas fou. Alors, ça vient peut-être du fait que je connais pas du tout le personnage d'Usagi Yojimbo. Alors, ce qui est sympa dans ce perso, c'est qu'il y a vraiment les codes de samouraï. On voit le côté Yojimbo, on voit les duels au katana. Il y a un langage qui est très adapté à l'univers japonais, avec des san, sama, etc. Tout ça, c'est très très bien. Par contre, le dessin, c'est très enfantin, j'ai trouvé. Ce qui est dommage, c'est que, en fait... je pense que ça fait suite à des récits sur Usagi Yojimbo que je n'ai pas lus, et donc du coup on a du mal à comprendre en fait. Alors, s'il y a des trucs, c'est vraiment... tu comprends pas comment on arrive là, il y a quand même des câbles scénaristiques, c'est dingue. Grosso modo, Usagi Yojimbo est embauché par Splinter, ne me demandez pas ce qu'il fout là, hein. Alors qu'il s'appelle pas Splinter, mais qui ressemble à Splinter. En tout cas, sera là... récupère avec Usagi des tortues dans la rivière, fait une invocation et en fait, paf, les tortues de notre époque sont transférées là-bas. Voilà. Sauf que apparemment ils ont déjà été invoqués une fois, mais c'était pas les mêmes tortues. Donc en fait, il y a un côté multivers, il y a un côté on invoque, mais voilà, bon, il y a un côté ta gueule c'est magique aussi, hein, clairement. Au début, les tortues comprennent pas le japonais, puis à un moment, ils comprennent. Mais c'est pas expliqué pourquoi, hein. C'est-à-dire que, il parle français. Non, il parle toujours la même langue, c'est vous qui comprenez. Tu sais pas, à un moment, c'est un gros ta gueule, c'est magique. Donc ça, c'est vraiment déconcertant, franchement, au niveau scénario. Souci qu'il y a également, donc après, les tortues ont été invoquées pour une mission, il faut amener un morceau de pierre pour continuer d'enfermer un démon. Alors ça, l'histoire est très japonisante, hein, l'histoire du monstre qui est enfermé, ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a les forces du mal qui essayent d'empêcher la réussite. Et les combats sont vraiment pas ouf. L'histoire est ultra courte. Franchement, à même pas la moitié du récit, c'est fini. Et après, en fait, c'est que des bonus. C'est-à-dire des passages de storyboard, des passages d'explications qui t'apportent rien. C'est chiant, en fait. Franchement, les bonus là-dedans sont pas terribles. Il y a la première apparition d'une tortue qui avait été invoquée en même temps qu'Usagi Yojimbo dans un vieux truc, vieux comics. Donc là, c'était encore en noir et blanc. Et c'est un truc très très court. Ça a presque limite plus d'intérêt que cette histoire-là. En fait, bref, je vais mettre... alors peut-être parce que je connais pas tout, mais je vais mettre 6, 5, 6, ça vaut pas grand-chose. Pareil, à réserver aux complétistes. On passe au côté manga, alors là, ça va être un peu plus fun, on va dire ça comme ça, avec Hippo, le tome 14 de la saison 6, et The Raiden King, le tome 6. Bon, je fais la présentation en même temps, parce que je vais vous dire souvent la même chose. Hippo, c'est génial, foncez dessus, je sais, c'est très long et très compliqué de tout récupérer, mais franchement, si vous pouvez, ne passez pas à côté.
C'est un budget, hein, je sais, mais là, Hippo continue de refuser à se réentraîner, mais il a trouvé un jeune gamin qui se faisait persécuter, qui l'a sauvé et qui va devenir l'apprenti mangaka d'un de ses potos qui harcelait Hippo au tout début, si vous avez suivi l'histoire. Et il y a un des voyous qui veut se mettre à la boxe sous le modèle d'Hippo, qui ne veut pas l'entraîner, spécialement au tout début en tout cas. Donc voilà, il suit sa vie. C'est un peu monotone, j'avoue que on a tellement envie qu'il remette les gants et que ça reparte. Parce que là, ça fait quand même 3-4 tomes que il a perdu et qu'on est en stand-by, on va dire ça comme ça. Sachant qu'il n'y a pas trop d'autres combats. Si, on voit un combat de Miyata qui est pas ouf en plus. Bah, bref, c'est de la transition qui commence à durer, ça commence à me gaver un petit peu. J'aimerais bien que ça reparte un petit peu vers le haut. On verra ça. The Raiden King, top 10, je me suis encore régalé. On voit en fait que il tape encore plus de monstres. En fait, là, il est carrément devenu un vaisseau draconique. Voilà, il y a un truc. Et il gagne des titres, voilà, roi des mers, roi des animaux, roi de tout ce que vous voulez. Roi du monde, en fait. Qu'est-ce que vous me saoulez C'est Poutinov, quoi. Il va dominer le monde, pauvre Ukrainien. Donc voilà, c'est toujours un grand délire. Si vous aimez l'Heroic Fantasy, c'est très cool. Il n'y a pas de grosse révolution, mais l'histoire, petit à petit, le lore s'agrandit. On découvre le monde, on découvre de nouveaux continents, de nouveaux monstres. Poutinov veut aider tout le monde, il veut pas forcément faire la guerre. Ça change de l'Ukraine, encore une fois. Et petit à petit, en fait, on voit des menaces qui pourraient attaquer tout le monde. Poutinov essaye de régler ça. Il y a d'autres gens qui essayent de régler les mêmes choses. Ils sont au même endroit. Il y a des trucs de bourrin. Que demander de plus pour une œuvre comme ça? C'est très délire. Faut le prendre à la décontracte. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Je réponds à chacun d'entre vous et j'adore lorsqu'on discute de nos univers préférés. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire lesquels et dites-moi ce que vous avez lu. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!